Quelle stratégie économique pour un Sénégal plus souverain et plus endogène? Sur quel levier doit s'appuyer le prochain président de la République et son équipe? Quel choix écologique pour le Sénégal au moment où les pays développés comme l'Allemagne remettent en cause les voitures électriques pour un retour au diesel? Pour analyser toutes ces questions, Alassane Samba Diop reçoit ce dimanche 14 décembre 2024 Abdouli, directeur du Club des investisseurs, et Boubacar Bari, chercheur et spécialiste eau et développement. L'air du temps, c'est sur la 90.3 avec Alassane Samba Diop. Dimanche 14 janvier 2024, bienvenue à l'ère du temps, qui reçoit aujourd'hui donc Boubacar Bari, qui est chercheur en développement, spécialiste de l'eau et de développement. Boubacar Bari est connu mondialement pour avoir fait beaucoup de projets à travers le monde, à travers l'Afrique. Nous sommes aussi avec Abdoulaye, directeur du Club des investisseurs. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Dans quelques semaines, le Sénégal va élire son prochain président. La campagne électorale sera bientôt ouverte. On n'a pas encore entendu les candidats dans le pré-programme parler de questions spécifiquement économiques. Quelles sont les stratégies économiques pour un Sénégal plus endogène? Beaucoup en parlent. Les pays de plus en plus travaillent sur la souveraineté. Abdoulaye, cette question vous intéresse beaucoup. Comment faut-il mettre en place des stratégies économiques plus endogènes au Sénégal? Merci Alassane. Merci aussi Dr Boubacar Bari que j'ai le plaisir de retrouver ici. Je vais y revenir plus tard. Pour répondre à votre question, il y a au moins une base de travail qui est constituée par les leçons apprises récentes au Sénégal. Les leçons récentes qui doivent être apprises en tout cas sont de mon point de vue liées à la crise de la Covid-19 qu'on a connue en 2020, ajoutée à la guerre ukrainienne et dont les crises ont été exacerbées par la rareté des ressources au niveau mondial, qui ont conduit à l'inflation que vous avez connue, les problèmes de l'emploi. Il y a un autre choc qui est venu s'ajouter à cela, un choc beaucoup plus social, disons, mais qui a des répercussions économiques terribles, c'est les migrations, les mouvements migratoires, surtout nos jeunes qui prennent des pirogues. Ces trois éléments conjugués doivent constituer le socle, la base de réflexion de nos futurs gouvernements, de mon point de vue. Pour une raison très simple, parce que c'est à partir de la résolution de ces trois chocs-là qu'on aura enfin une feuille de route claire sur la gouvernance économique du Sénégal. Voilà ma première réflexion. Ma deuxième réflexion, c'est que ça doit conforter le pari de souveraineté qui est retracé dans la feuille de route du gouvernement en matière de politique économique, dans le plan Sénégal émergent, dans sa troisième version qui vient de commencer le 1er janvier. Parce que nous n'avons plus le choix. La souveraineté, ce n'est plus une option, c'est une exigence, c'est une nécessité, compte tenu de tout ce qu'on a vécu. Je rappelle à cet égard que si la crise de la Covid avait duré 1 an de plus, nous serions dans une situation de pénurie totale de médicaments. Non seulement nous n'en fabriquons quasiment plus, mais encore pire, les pays exportateurs qui nous en vendaient avaient pris des dispositions pour ne plus nous en vendre. L'offre mondiale de médicaments était si réduite que nous aurions des problèmes d'accès aux médicaments. La deuxième chose, c'est que les destructions de champs, les destructions liées à la guerre en Ukraine se sont traduites par la rareté des ressources, notamment dans les céréales. Et là également, comme nous sommes dépendants de ces zones-là, nous étions en butte à des problèmes d'approvisionnement. Troisième chose, nous perdons de la main-d'œuvre. Au-delà des drames qu'on connaît sur la Méditerranée, nous perdons de la main-d'œuvre potentielle pour nourrir nos champs, nos industries, nos centrales électriques, pour nourrir la construction immobilière, les infrastructures. Autant de choses qui doivent servir de leçon à nos futurs gouvernements. Oui. Boubacar Bari, vous avez sillonné le monde. Vous travaillez sur une matière extrêmement importante, l'eau et le développement. Est-ce que l'Afrique, comme le pays comme le Sénégal, c'est des opportunités de développement de cette matière qui souvent peut-être pas prise en compte dans les politiques de développement? Merci Alassane. Et ça fait un plaisir d'être avec mon frère Ablaye
je connais relativement bien aussi. La question, elle est très pertinente, elle est très intéressante dans la mesure où elle pose un problème de développement. Peut-on ou doit-on utiliser l'eau comme levier de développement? Je poserai la question de cette façon. La réponse, c'est oui. L'autre question, c'est est-ce qu'on en a suffisamment pour nous développer? Je dirais oui. Toutes les projections qui sont faites par IPCC, par différents organismes internationaux, montrent que jusqu'en 2050, au moins on n'a pas de gros problèmes d'eau. Nous avons de l'eau en grande quantité dans ce pays-là, mais il se trouve que malheureusement, pour nous, l'eau se trouve à la périphérie. C'est-à-dire les fleuves nous séparent d'autres pays. Là où on a le gros de la population, qui est le centre du Sénégal, il y a très peu d'eau. Mais les technologies faisant, on peut toujours acheminer l'eau là où les gens se trouvent pour qu'ils en fassent un point de développement. Beaucoup de pays ont compris cela dans le monde, qu'il faut investir sur la question de l'eau, mais de l'eau productive. Alors que nous, quand nous parlons de l'eau, on pense plus aux usages domestiques, industriels et miniers de manière générale. Alors que nous savons que l'agriculture, par exemple, dans le monde, utilise 7 à 12% des ressources en eau. Dans notre pays, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de politiques claires, nettes, bien identifiées, avec des objectifs spécifiques bien définis pour atteindre au moins une certaine souveraineté dans le domaine agricole de manière générale. Quand je dis agricole, je parle d'agriculture avec un grand A, c'est-à-dire les cultures végétales, je veux dire l'élevage, je veux dire la pêche. Nous avons les ressources pour le permettre. Un pays ne peut pas s'adosser à un océan, avoir quelques fleuves, même si les fleuves ne nous appartiennent pas, parce que c'est des ressources en eau qui sont partagées, et avoir des difficultés pour produire suffisamment et pour leur consommation. C'est vrai que depuis un bon bout de temps, nous entendons parler de certains thèmes. Je pense que nous allons en revenir. La souveraineté alimentaire. Moi, je préfère dans un premier temps que nous parlions de sécurité alimentaire et nutritionnelle d'abord, avant de viser la souveraineté. Parce que nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin de produits que nous produisions et que nous consommions ici chez nous, plutôt que de les importer à des coûts faramineux. Donc, l'eau, oui, nous en avons suffisamment. L'eau pour un développement, c'est ça. Ça doit être un objectif pour le futur gouvernement, pour la future personne qui va être choisie pour diriger les destinées de ce pays. Il serait intéressant que nous les écoutions et qu'ils nous disent qu'est-ce qu'ils nous réservent. Parce qu'on en parle depuis un bon bout de temps. Nous savons que les changements climatiques, il y avait des climato-sceptiques, mais aujourd'hui, il est clair qu'il y a une péjoration climatique qui fait qu'on a des extrêmes hydrologiques, comme on l'appelle, c'est-à-dire la sécheresse et les inondations. Qu'est-ce qu'il faut faire de tout ça? Comment peut-on utiliser l'eau comme levier de développement économique, mais aussi l'eau comme vecteur de paix, surtout que nous sommes dans le Sahel, et ça, c'est là où rentre l'hydropolitique et l'hydrodiplomatie. Justement, vous parlez tantôt de pénurie par rapport aux crises qu'on a vécues avec la Covid et la crise ukrainienne. Aujourd'hui, on parle encore d'une possible pénurie avec ce qui se passe avec les outils dans la mer Noire, les bateaux qui sont peut-être déviés, qui font un plus long trajet en passant par le cap de Bonne-Espérance en Afrique du Sud. Tout ça, ça peut avoir des répercussions sur les coûts, sur la chaîne de valeur. Et en ce moment, on ne produit pas assez dans ce pays pour nourrir le pays. Quelle est la politique qu'il faut mettre en place justement pour être moins dépendant de l'extérieur? Oui, Alassane, en réfléchissant sur le contenu de cette émission, je me suis pris à regarder, à imaginer un pacte national de souveraineté économique. Ça veut dire quoi? Et c'est une nécessité. Ça veut dire quoi? C'est mettre tous les acteurs autour d'une table, avec au centre de ces acteurs le secteur privé.
national pour convenir d'une feuille de route pour la souveraineté, avec bien entendu des rôles répartis pour chacune des parties prenantes. Évidemment, tout cela sera impulsé par l'État. L'idée est de mettre en place un système de gouvernance de la souveraineté dans un pacte national, dans la définition de projets, dans la formulation de systèmes d'investissement innovants et rapides par lesquels le secteur privé devra apporter des projets. On ferait un appel à projets pour que des gens se réunissent et puissent décider de ce qu'on va faire. En tout état de cause, on ne peut pas parler de souveraineté économique et éluder la question de la nécessaire prise en compte des investisseurs nationaux. Encore une fois, je le dis partout où je parle de ces questions-là, au risque de passer pour quelqu'un qui a avalé un disque, c'est le secteur privé national qui devra être le véhicule de l'investissement durable. Qu'est-ce que ça veut dire l'investissement durable? Ça n'a rien à voir avec des facteurs écologiques, c'est l'investissement qui reste durablement dans le pays. Parce que, vous savez, depuis près de 40 ans, nous, dans nos travaux de recherche, parce que c'est aussi une de nos missions, on n'a pas vu un Sénégalais fermer boutique, aller à l'étranger. Ça s'appelle les délocalisations. Mais c'est maintenant devenu très courant de voir ça, des investisseurs étrangers. C'est normal, c'est même un facteur d'attractivité. Quand vous invitez quelqu'un, il faut certes lui ouvrir la porte d'entrée, mais il faut savoir lui ouvrir la porte de sortie. Il ne faut pas qu'il soit prisonnier chez vous. Alors, de ce point de vue-là, le pari sur le secteur privé national est une des modalités de mise en œuvre de notre stratégie de souveraineté. Qui plus est, le secteur privé national a des attaches sociologiques qui fait qu'il est plus enclin à aller dans les territoires. Il est plus enclin à travailler, à se développer dans des zones, disons, inaccessibles. Je vois mal un investisseur indonésien aller à Bukidjawe. Donc il n'y a pas de concertation, de stratégie claire entre l'État et le secteur privé national dans les investissements. Il n'y a pas une feuille de route claire. Non, il y a une feuille de route. Il y a certainement une feuille de route. Il y en a même plusieurs. C'est ça le problème d'ailleurs. Il y en a. Mais on est dans un contexte particulier qui appelle à des politiques d'urgence, à des politiques résolues et irréversibles pour mettre en place des unités de production et donner des signaux à tout le monde. Et dans ça, l'agriculture doit occuper une place importante. Forcément. C'est même le premier prix, l'agriculture, l'industrie. Le reste peut-être viendra après. Parce que dans les études disponibles au Sénégal, quand on regarde la monographie du Sénégal, on se rend compte que ce qui alimente le plus la croissance, c'est bien les nouvelles tendances du plan Sénégal émergent. On est en train d'assister effectivement à des prémices de transformation économique structurelle de l'économie qui visent à placer les secteurs intensifs en main-d'œuvre valeur ajoutée au plus haut de la production. Jusqu'ici, c'était le commerce, c'était les services. C'est des secteurs qui n'ont pas d'intensité en emploi. C'est des secteurs qui ne fournissent pas beaucoup de valeur ajoutée. Donc l'idée de mettre en avant l'agriculture, l'industrie, l'énergie, les infrastructures, c'est très, très bien. C'est une option qu'il faut consolider. Néanmoins, cela a un coût. Il ne sert à rien de prôner ces politiques-là et d'une part commettre l'erreur de tout faire dépendre par l'incertitude de l'investissement étranger. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure. Les institutions de Bretton Woods nous ont toujours dit qu'il faut le commerce libéral, il faut la libéralisation du commerce qui fait que la concurrence est intégrale. Vos acteurs par rapport à l'étranger. Le problème, c'est que quand il y a eu le Covid, quand il y a eu les crises, ils ont décidé, ceux qui nous fournissaient jusqu'ici ont eu des velléités de fermer leurs exportations vers nous. C'est quand même ça doit être une leçon apprise. On ne peut pas éluder cette question-là. Et donc, pour revenir à votre question, il y a certes un dialogue public-privé, mais qui manque réellement de dynamisme. Je vous donne une illustration si vous voulez encore. Le Conseil présidentiel de l'investissement, qui doit être l'instance de dialogue et de recueil des préoccupations du secteur privé, ne s'est pas réuni depuis quelque temps. Et ça, c'est préoccupant.
pour illustrer le manque de dynamisme, en tout cas, du dialogue privé. Même si sur le dialogue privé, même si maintenant sur le papier, c'est clairement établi dans le PAP 2A que le dialogue public-privé, c'est une préoccupation de l'État. Mais il reste à le mettre en œuvre de manière opératoire. Ce qui se passe, c'était à la mer Rouge, c'est pas la mer Noire. Juste pour rebondir sur ce qu'il vient de dire, est-ce que le levier sur lequel les prochains qui veulent diriger le pays doivent s'appuyer sur l'agriculture? Et comment le faire? Parce que la plupart des jeunes Sénégalais prennent des bateaux, s'en vont, et paradoxalement, quand ils vont en Europe, ils sont dans les champs agricoles. Alors qu'ils laissent des terres ici, arables. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les jeunes restent au Sénégal, puissent vivre de l'agriculture, gagner de l'argent? Oui, d'accord. Je pense que c'est très, très intéressant. Et cette question-là, elle vient à son heure. Un pays ne peut pas se développer si tout ce qu'on veut manger doit provenir de l'extérieur. Le Japon produit beaucoup de riz. C'est juste un exemple pour vous donner. Tout le monde sait que la production de riz au Japon n'est pas économiquement rentable. Mais ils en ont fait une question de souveraineté. Ils ne veulent pas dépendre d'un autre pays pour leur riz. Parce que c'est un pays de consommateurs de riz. Oui. Donc, quoi qu'il puisse leur en coûter, ils investiront pour produire ce riz-là. C'est ça la notion de souveraineté en réalité. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'agriculture doit être le fer de lance de tout développement, toute politique de développement économique d'un pays, surtout comme le nôtre, qui sommes situés sur le Sahel, dans le Sahel. Pour cela, il y a beaucoup de métiers qui peuvent être créés autour de l'eau et de l'agriculture pour employer une bonne partie de ces jeunes-là. C'est dommage de voir tous ces jeunes-là dans les rues en train de vendre des mouchoirs en papier ou des petits trucs à la sauvette, alors que l'agriculture peut procurer des revenus significatifs qui permettraient aux gens d'avoir une vie décente dans leur terroir. Mais il faut déjà une formation, hein, c'est ça? Il faut former les gens, mais il faut en même temps investir dans l'agriculture. Quand on vous dira qu'on a investi beaucoup, on met des centaines de milliards, mais donnons-nous la peine une fois de nous arrêter et d'évaluer ce qui a été fait. Quels sont les problèmes qu'on a rencontrés? Pourquoi ça n'a pas marché à tel endroit? Quelles sont les leçons apprises dans les endroits où ça a marché? Comment peut-on faire la jonction? Quelle politique mettre en place? Est-ce qu'il y a réellement une politique agricole? C'est une question que j'aimerais bien poser aux politiques. Est-ce qu'il y a réellement une politique de l'eau au Sénégal? Est-ce qu'il y a une bonne politique environnementale au Sénégal? Quelle est la synergie entre ces différentes politiques? D'autant plus qu'on sait qu'il y a une certaine transversalité et que c'est l'eau qui joue ce facteur-là. Quel est le rôle là? Est-ce que la position de l'eau ne doit pas être mise à un niveau plus élevé? Personnellement... À un niveau stratégique. Oui, personnellement, j'aurais conseillé qu'on ait un conseil supérieur de l'eau. Encore qu'au Sénégal, dans les années 80, je crois en 83 ou en 84, les Sénégalais avaient bien réfléchi pour mettre en place ce qu'on appelait un conseil supérieur de l'eau. Et on ne l'a jamais appliqué. C'est le Maroc qui applique ce que le Sénégal avait déjà mis sur la table. Nous avons des idées, mais toutes ces idées-là, on les met là. Justement, le Maroc est un pays pratiquement semi-désertique qui arrive à faire de l'agriculture, jusqu'à exporter ses oranges au Sénégal. La manière, comment j'ai appris que le Sénégal avait déjà réfléchi sur la question, sur cette question-là, parce que je sais que je travaille beaucoup dans les pays anglophones. Dans tous les pays anglophones, vous avez ce qu'on appelle Water Resource Commission. Et c'est l'élément central. Et c'est souvent localisé au niveau de la primature ou dans ce qu'ils appellent au bureau à la présidence de la République. Pourquoi? Et c'est facile à comprendre. Hein? Donc, nous avons un problème de gouvernance institutionnelle chez nous, dans le domaine de l'eau. Il faut se le dire. Il ne faut pas se voiler la face. Tout n'est pas rosy. OK? Il faut que nous apprenions de nos erreurs. Et j'attends de la nouvelle équipe qui va venir dans ce pays-là de rectifier
cela, comment dans un pays, vous avez une direction générale de planification et de gestion de la ressource en eau, et vous avez une autre direction qui s'occupe des cours d'eau et des lacs. Mais pour que je puisse planifier, soyons sérieux, pour que je puisse gérer, mais il faut que je sache de combien je dispose. Quand vous allez à la banque, c'est l'exemple que je donne toujours, et vous voulez faire un retrait, vous dites quelle est ma position. En anglais, position, ça veut dire balance. C'est pourquoi on parle de water balance. De combien je dispose pour que je sache combien je peux prendre. Mais il y a une direction qui s'occupe de ça. Il y a une autre direction qui s'occupe de trucs. Et vous avez encore la qualité de l'eau. Vous avez un autre ministère. Vous avez... C'est extrêmement compliqué tout ça pour comprendre. Vous avez le ministère de l'Agriculture, comme j'ai dit, qui est le principal usager de l'eau. Parce que l'agriculture utilise, comme j'ai dit, entre 60 et 70% dans le monde. Et je crois que c'est nous, c'est jusqu'à hauteur de 70%. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on a une direction de l'irrigation? Est-ce que la direction de l'irrigation, elle ne doit pas parler avec la DGPRE? Maintenant, si vous avez un conseil supérieur de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Tous les usagers de l'eau deviennent membres de ce conseil-là. Donc, au début, c'est comme si on avait un conseil d'administration. L'industrie dit nous avons besoin de tant d'eau. Les usages domestiques, on a besoin de tant d'eau. L'agriculture a besoin de tant d'eau. Les gens nous disent nos prévisions nous donnent tant d'eau. Donc, on fait des affectations automatiquement et tout le monde sait. Maintenant, de quoi avons-nous besoin pour créer des emplois? Parce que c'est dommage qu'il y ait des jeunes qui périssent dans l'océan, dans la mer, alors qu'on a d'immenses étendues de terre qui peuvent être valorisées. Son terroir en est un bel exemple. C'est l'île Amorphile. Mais c'est d'immenses étendues de terre. Mais est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce que le bon choix, c'est la production à outrance de riz? Est-ce qu'on ne pouvait pas faire d'autres spéculations? C'est sur ça que j'attends les différentes politiques qui vont venir. Quelle sera la carte topographie agronomique et hydraulique de ce pays-là? Et l'agriculture ne peut pas se faire sans irrigation. Et nous devons commencer à former les gens dans le domaine de l'irrigation, parce que l'irrigation, au-delà du fait que c'est de l'engineering, c'est de la science, mais c'est aussi un art, c'est un savoir-vivre, c'est de la culture. Il faut qu'on forme les gens vers ça. Je rappelle que vous suivez l'air du temps, que ce soit Boubacar Bari, qui est chercheur en eau et développement, Abdoulaye Ly, qui est le directeur du Club des investisseurs. Mais pourquoi le secteur privé n'a pas identifié au Sénégal les secteurs prioritaires dans lesquels il veut investir? Pourquoi l'agriculture n'a pas une priorité pour le secteur privé sénégalais? Alors, l'agriculture, c'est une très grande priorité, Alassane, pour le secteur privé. Qu'est-ce qui bloque pour qu'ils investissent? Ce qui bloque, c'est ce qui est répertorié comme étant la batterie des contraintes à l'investissement du Sénégal. Lesquelles? Alors, là-dessus, on va peut-être prendre 24 heures pour en parler. C'est schématiquement, de façon globale. Schématiquement, il y a à travers le monde une cartographie des contraintes qui est faite très souvent par des organisations spécialisées, notamment la CNUSED, et les institutions qui notent la compétitivité des pays. Alors dans ce cadre, il a été répertorié que le Sénégal a certes des atouts pour sa stabilité, a certes des atouts pour son capital humain, a certes des atouts liés à sa position géographique, mais le revers de tout ça, c'est les contraintes. On peut ne pas agir sur les atouts, il faut les consolider, il faut les maintenir propres. Mais pour les contraintes, il y a une action dynamique à mener sur les problèmes qui sont identifiés et qui font l'objet d'un consensus, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. La première contrainte identifiée, c'est le foncier au Sénégal. Il y a beaucoup de projets en souffrance qui ont été élaborés, définis, qui ont fait l'objet d'études, qui ont une maturité très avancée, je peux vous en citer beaucoup, mais qui sont bloqués faute de surface foncière. La deuxième contrainte identifiée pour le secteur privé, c'est quelque chose dont on ne parle pas souvent, mais qui est une réalité, c'est les lourdeurs administratives. Je crois que c'est le premier des Sénégalais qui en parle souvent. On n'a pas un État articulé avec nos exigences d'émergence. On a un appareil d'État qui a encore ses lourdeurs
colbertiste peut-être, hérité de la France ancienne, bien que la France ait changé, on a aussi des contraintes de financement de l'économie. Parce que notre système financier n'est pas, me semble-t-il, assez articulé pour prendre en charge les besoins de financement. Au-delà des critiques récurrentes, il y a des problèmes de financement, des réels problèmes de financement de l'économie. On peut y ajouter un autre problème qui a connu certes des avancées importantes, mais qui demeure quand même soumis à un secteur, soumis à des difficultés, c'est l'énergie. En matière d'énergie, nous avons peut-être fait ce qu'il fallait. L'État a fait ce qu'il fallait en matière d'offres. Mais pourquoi le privé sénégalais n'a pas initié de concertation avec ceux qui détiennent les terres? Un dialogue direct, discuter avec ceux qui détiennent les terres, trouver des formules où ceux qui ont les terres ne vont pas en souffrir et que le privé puisse investir et avancer. Oui, Alassane, si le secteur privé... La terre, d'abord, je vous rappelle, ça fait l'objet de lois et règlements dans ce pays-là. Le secteur privé ne peut pas se lever. Peut-être il peut se lever pour proposer des mécanismes de gouvernance. Et c'est tout le sens du pacte dont j'ai parlé tout à l'heure. Au centre de ce pacte national de souveraineté alimentaire, il y aura la question du foncier qu'il faudra vider. Les discussions ne peuvent pas avoir lieu entre le secteur privé et ceux qui détiennent les chercheurs, le secteur privé, le monde de la recherche comme le docteur Boubacar Bari, et l'État autour d'une table de discussion pour d'urgence agir sur des projets et des réformes. Les projets, il y en a beaucoup. Maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé d'ailleurs et qui fait froid dans le dos. À chaque fois qu'on a parlé de grands projets qui nécessitent de l'accès à la terre, on a souvent des velléités. Ça s'est passé à Fanaï, ça s'est passé à Dodel, ça s'est passé ailleurs, à Djilakh, ça s'est passé à Ndiaganiao. Donc, en Bengueler oui, ça se passe un peu partout. Oui, mais parce que les populations reprochent au privé de venir, il n'y a pas de concertation, il n'y a pas de discussion au préalable pour qu'ils soient impliqués dans les projets. Oui, bon, je vous le concède, c'est un problème assez sérieux, mais en tout état de cause, quelle que soit l'origine de ces problèmes, il faut avoir le courage de les résoudre. Quand, moi je me souviens, au début de la gouvernance du président actuel, il a institué fort opportunément une commission nationale de réforme foncière, qui était une excellente idée, présidée alors par... Moustapha Souran. Non, Doudou Ndoye d'abord. Avant, oui. Oui, Doudou Ndoye qui en était le premier président. J'ai eu le privilège de faire partie de ce groupe de travail. Les conclusions ont été données par le professeur Feu Moustapha Souran, paix à son âme, mais il semble que ces propositions n'agréent pas les autorités. Alors depuis lors, la commission a été dissoute et les problèmes restent entiers. Voilà. Donc la première contrainte n'a pas encore été levée, la contrainte d'accès à la terre. Il y a des investisseurs étrangers, mais quand je parle, Alassane, vous me permettrez d'insister sur cette question. Quand je parle de souveraineté, ça ne signifie nullement fermeture. Parce qu'il faut avoir la lucidité de comprendre qu'au Sénégal, nous voulons certes une souveraineté, mais nous n'avons pas tous les ressorts pour être une économie souveraine. Nous ne faisons pas assez de recherche et développement, nous n'avons pas assez de capitaux. Ces deux facteurs-là nous obligent à nous ouvrir à des partenariats extérieurs. C'est eux qui font les transferts de technologie vers nous, pour la recherche et le développement, qui fait défaut. C'est eux qui apportent aussi des capitaux. Bien que ce soit un problème moins important que les transferts de... Parce que ce n'est pas l'argent le problème, encore une fois. Le problème, ce n'est pas le financement. Le problème, c'est d'avoir des projets matures. Quand je dis mature, faire l'objet d'une étude de faisabilité, de business plan, tout ce qu'il faut, et avoir une disponibilité foncière. Voilà. Si on a ça, moi je vous dis que le principal problème, que ce qu'on considère comme étant une contrainte n'en est pas une en réalité, la mobilisation des financements. Le foncier est un intrant extrêmement important pour la souveraineté alimentaire, la sécurité alimentaire comme vous dites, mais est-ce que les investisseurs sénégalais ne doivent pas aller voir les populations, discuter avec elles, un dialogue direct, pour voir quelles sont les mesures qu'il faut mettre en place pour développer l'agriculture? Si les populations se sentent concernées et consultées, ça peut peut-être débloquer certaines choses. Oui, tout ça, c'est une question de transparence. Je mets ça sur la notion de transparence, parce que si un dossier est clair et que la consultation en amont a été faite correctement, il va de soi que le problème ne se posera pas. Le problème qui se pose dans la plupart des pays africains, y compris le nôtre, c'est un problème d'accaparement des terres par certains groupes. Absolument. Et ça au détriment des populations locales,
qui n'ont pas les moyens de mettre en valeur les terres sur lesquelles elles habitent depuis des décennies, des siècles. Donc, il faut trouver un compromis et c'est ça la fonction d'un État, c'est ça le rôle d'un État. On dit qu'un État doit créer un environnement favorable pour un développement économique, mais ce n'est pas un État de produire. Et c'est là où nous faisons l'erreur capitale chez nous. Nous pensons que c'est l'État qui doit produire. Et même les gens qui sont dans l'appareil de l'État, ils pensent que c'est eux qui doivent être les leaders, alors que la seule chose qu'on leur demande, c'est de créer un environnement favorable pour que les génies humains puissent sortir des individus et que la production puisse suivre. Mais avec la Covid, on a quand même vu quelque part que l'État revient au cœur de la production. Même en France, on a vu un peu l'État chutier prendre en charge certaines... Mais ça, c'est des exceptions. C'est parce qu'il y a des conditions qui font que tout le tissu était en train de se dégrader et l'État doit prendre la relève. OK? Je ne minimise pas la fonction de l'État, mais je ne veux pas un État qui est dans toute la production. Pour moi, ça n'a aucun sens. OK? Donc, moi, en tant qu'individu, si l'environnement est favorable et créé, c'est-à-dire qu'il y a un marché, les prix sont bons, j'ai accès aux inputs, comme dit, je peux produire. Mais la question ici aussi, il faut la revoir autrement. Nous ne devons pas produire et vendre la production comme ça, nous devons la transformer. Créer une chaîne de valeur. Voilà, créer une chaîne de valeur à partir de laquelle tous les jeunes peuvent trouver des emplois et se positionner. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on fait. Nous sommes dans la période de la campagne arachidière, les gens vendent les arachides, les gens sont en train de, certains, je pense, sont en train de brader leur prix, parce que leur récolte, en disant que le prix n'est pas suffisant, etc., etc. Donc, si on transformait ces arachides-là en huile, il y aurait une valeur ajoutée, il y aurait beaucoup plus d'emplois qui sont créés. Mais si on doit mettre ça dans des conteneurs et les exporter, quelle est la valeur ajoutée dans tout ça? Ça n'a pas de sens. Nous devons transformer notre système d'exploitation agricole. Nous avons les exploitations familiales. Amenons-les à devenir des entreprises familiales agricoles plutôt que des exploitations familiales. C'est-à-dire qu'au moins qu'ils aient dans un périmètre donné la possibilité de transformer la production agricole et d'avoir une valeur ajoutée qui leur permette de régler d'envoyer leurs enfants à l'école, de se soigner, de se nourrir, de se vêtir. Et c'est ça la fonction première. Donc l'État doit créer cet environnement-là. L'autre aspect qui, à mon avis, est très important, c'est qu'on ne peut pas se reposer essentiellement sur du pluvial. Parce que nous sommes dans une période où on parle de changement climatique, voire de variabilité climatique. OK? C'est cette variabilité climatique qui fait qu'on ne peut pas s'assurer qu'on aura telle production à l'avance. Donc, pour pouvoir résoudre ce problème-là, là où il y a une ressource en eau, qu'elle soit de surface ou qu'elle soit souterraine, elle doit être utilisée pour faire de l'irrigation. Ça peut être de l'irrigation d'appoint, de l'irrigation complémentaire, ou ça peut être du tout irrigation. Donc, à partir de ce moment-là, ça, ce sont des options, ce sont des politiques. Ce n'est pas des choses qui sortent comme ça, mais c'est des choses qui doivent être réfléchies, encadrées et organisées. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous faisons. Nous faisons, pour une bonne partie, nous sommes dans l'à peu près. Pourquoi? Parce que aussi, ce n'est pas parce que nous n'avons pas les ressources humaines. Le Sénégal dispose d'une quantité très importante de ressources humaines capables de changer, de transformer l'agriculture dans ce pays-là. Mais ce n'est pas des politiques. Si les politiques veulent se mettre à la place de ceux-là qui doivent être des décideurs, si le politique veut se mettre à la place de l'ingénieur, mais bonjour les dégâts. Et beaucoup de pays ont compris cela et il y a eu une transformation de leur agriculture parce qu'ils ont mis les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Ce n'est pas en créant une multitude de directions avec des charges différentes que vous allez régler l'agriculture. Et c'est une façon, il faut réfléchir. De quoi avons-nous besoin? Comment peut-on le produire? Est-ce que je vous avais envoyé il y a quelque temps un document, une publication de Bloomberg.
sur la production de alpha-alpha, je crois que c'est la luzerne en français. Est-ce que c'est rationnel d'autoriser dans ce pays-là qu'on produise du alpha-alpha pour exporter dans les pays arabes, au Moyen-Orient? Alors qu'on sait que c'est une plante qui demande beaucoup d'eau. Toutes les plantes qui existent au monde, on sait quelle est la consommation d'eau dans ce truc-là. Mais où sont les gens qui ont permis cela de se passer? On doit leur demander de répondre à ces questions-là. C'est pas parce que moi j'ai de l'argent, j'ai des ressources, que je dois venir imposer quelque chose. Quand je dis une cartographie agricole ou agronomique du Sénégal, je me réfère à ça. On peut cultiver tout ce qu'on veut, mais il y a des choses qui demandent plus d'eau que d'autres. Et quand vous voulez préserver votre ressource, vous devez faire en sorte que ce que vous produisez puisse répondre à votre quantité. Et c'est ça que nous appelons la productivité de l'eau. Absolument. En parlant justement de productivité, cette année 2024 est considérée comme une année d'exploitation du gaz et du pétrole. Le débat s'est posé sur le plan international. Faut-il abandonner les énergies fossiles ou pas? Ça s'est posé dans beaucoup de réunions. Mais on a vu récemment qu'en Allemagne, une loi constitutionnelle a été rejetée pour demander aux Allemands maintenant de retourner au diesel. Parce que les voitures électriques ne sont plus d'option. Comment peut-on comprendre ce débat-là au moment où le Sénégal va entrer dans le gaz et le pétrole? Oui, mais Alassane, permettez-moi de souligner que ce qui se passe en Allemagne, c'est plutôt anecdotique. Ça ne remet pas en cause l'option pour les énergies vertes. Ce qui se passe en Allemagne, c'est qu'il y a eu un essoufflement budgétaire dans un contexte où le gouvernement accordait beaucoup de subventions pour soutenir le développement des voitures électriques. Mais c'est un signal. C'est un signal. Maintenant, à un moment donné, cette volonté de soutenir les voitures propres, les voitures électriques, a été stoppée par des considérations de capacité budgétaire. L'Allemagne, c'est un pays qui, historiquement, a connu des excédents budgétaires. Maintenant, on est dans une situation de crise où tout s'affaisse. Et dans ce contexte-là, il est difficilement supportable par le gouvernement allemand de continuer à subventionner. Mais néanmoins, ce n'est qu'une phase de la conjoncture. Ce n'est pas une remise en cause de l'option pour les voitures vertes. C'est un essoufflement budgétaire qui a amené le gouvernement à arrêter, je dirais momentanément, les subventions à la voiture électrique. La question que vous soulevez pose également des défis pour le Sénégal, bien entendu. Parce que nous devons nous préparer à ce nouvel environnement de tout vert. Et vous parlez des hydrocarbures. Oui, le secteur privé dans les hydrocarbures. Vous savez, je reviens toujours à cette idée d'une nation qui est composée de beaucoup de membres. Parmi ces membres, il y a le secteur privé et le secteur privé national. Quand vous êtes quelqu'un, un célèbre économiste, Mengus, avait considéré que l'État, c'est une personne. Et chez une personne, il y a des membres, il y a des organes. Considérons que le secteur privé, c'est une jambe de l'État, en prenant l'analogie d'une personne. Quand votre jambe est malade, quand vous considérez que votre jambe est malade, vous devez la soigner. Vous ne devez pas la critiquer. Malheureusement, ce qui se passe au Sénégal, les récriminations, les critiques sélectives et non fondées quelquefois vis-à-vis du secteur privé font que la jambe peut être malade, mais si vous, la nation qui en souffrez, vous n'avez pas d'autre choix que de la soigner. Si vous ne voulez pas de la jambe, c'est votre affaire. Mais l'État a le devoir impérieux, dès lors qu'elle veut un développement endogène, qu'il veut le maintien de ressources à l'intérieur du pays, il se doit d'être en symbiose avec le secteur privé. Maintenant, ce qu'on a fait jusqu'ici, en matière de gouvernance du pétrole et du gaz, tout ce qu'on a fait me convient forcément. La définition d'une part des revenus pour des générations futures, ça me va. La mise en place du COS Pétrogaz comme instance de gouvernance, ça me va très bien. La dévolution d'une partie du capital pour des nationaux, ça me va très bien. La définition d'une stratégie, d'une loi sur le contenu local, ça me va. Mais, il y a une réserve sur le contenu local, c'est que nous n'avons pas pris des dispositions en amont pour garantir l'efficacité de la mesure. Le contenu local, c'est quelque chose de très, très complexe. On s'est levé un jour, on a fait le contenu local, alors qu'il fallait auparavant cartographier ce qui participe au contenu local pour faciliter la tâche
aux investisseurs désireux de faire du contenu local. On ne l'a pas fait. Oui, parce qu'on vient d'apprendre que BP vient de confier à Petrofac, une entreprise anglaise spécialisée dans les services pétroliers, un super contrat de 4 ans pour la prestation de services opérationnels offshore, onshore, liés au projet de gaz naturel de GTA. Oui, sur cette question, moi, je vais défendre l'État. Il n'y a rien de mal à ça. Oui. J'ai vu beaucoup écrire dans la presse depuis 3 jours cette question. Cette société qui a bénéficié du contrat de BP est soumise au contenu local. C'est aussi simple que ça. C'est une transposition de pouvoir, de mandat. Il y a un cahier de charge qui a été donné à BP. Dans ce cadre-là, BP était soumis à une obligation de contenu local. Maintenant que BP transpose cette prérogative à une autre société, cette société est soumise autant que BP au respect du contenu local. Moi, ça ne m'inquiète aucunement. Et encore une fois, il y a des choses... Qu'elle soit une société anglaise ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. L'essentiel, ça ne me dérange pas parce qu'on est quand même dans un domaine assez complexe. Ce qui me dérangerait, c'est que cette transposition de pouvoir donne lieu à l'extinction du contenu local. Mais l'obligation de contenu local reste entière pour cette nouvelle société. J'ajoute sur cette question-là que le pétrole et le gaz, plus que les revenus qu'on va en tirer, c'est un tournant important pour notre secteur privé. Il ne faudrait pas que ce qu'on a fait jusqu'ici se répète dans le pétrole et du gaz. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que aucune entreprise sénégalaise n'a jamais construit de stade, n'a jamais construit de ligne de chemin de fer, n'a jamais construit d'aéroport, n'a jamais construit de parc industriel. Aucune. Il est temps que ça cesse. Et pour que ça cesse, il faut revoir le mode d'accès à la commande publique. Parce que ça, c'est des infrastructures publiques qui relèvent d'une commande de l'État. Si on dit dans le code des marchés que oui, vous ne savez pas faire, on ne vous donne pas, on ne saura jamais faire. C'est ça le problème du Sénégal. Il faut passer à une étape supérieure. Oser donner à quelqu'un qui ne sait pas faire, comme l'ont fait les Chinois, qui sont devenus les champions. CRBC, c'est une entreprise chinoise qui ne savait rien faire en 1975 et qui est devenue la première entreprise de chemin de fer et de route au monde. Parce qu'il y a une exigence de transfert de technologie. Oui, bien sûr. Cela suppose bien sûr, que ma proposition, pour être efficace, suppose vraiment un mécanisme d'apprentissage. Vous savez, l'économiste qui a le plus inspiré les pays aujourd'hui industrialisés, ce n'est ni Keynes, ni Milton, ni un autre. C'est List, c'est un économiste allemand, qui est le théoricien du protectionnisme éducateur. C'est lui qui a suggéré l'idée que les entreprises nationales nouvelles doivent être protégées des agressions et de la concurrence étrangère pour grandir. Il faut un temps de transition pour qu'elles apprennent, afin qu'elles puissent être plus tard jetées à la concurrence. Mais on ne peut pas prendre un enfant, une entreprise qui vient de naître, la jeter sur le monde cruel de la concurrence des entreprises et espérer son développement. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est un maillon manquant de nos politiques publiques. Aujourd'hui, par rapport à cette manne, on parle de gaz et de pétrole qui sera exploité en 2024. Dans d'autres pays, il y a le switch un peu qu'on est en train de parler de changement climatique. Il faudrait laisser les énergies fossiles, aller vers les énergies vertes. Au moment où certains pays, par rapport aux intérêts bien personnels, n'y vont pas. D'accord. Je crois que ça, c'est un débat qu'on entend partout. Si Dieu nous a donné des ressources, nous devons les utiliser. Cependant, nous devons réfléchir sur comment les utiliser pour le bénéfice avant tout des populations. On les a trouvés au Sénégal. On ne peut pas dire, OK, pour satisfaire à une certaine demande, parce qu'il y a les changements climatiques, etc. Je tiens à dire, par exemple, l'Afrique contribue à moins de 4%, je dirais 5% plutôt, moins de 5% de la pollution au niveau mondial. Nous polluons moins, mais nous en subissons les conséquences plus que les autres. Les autres ont dû appuyer sur la pédale avec le charbon, avec le pétrole, pour se développer, pour s'industrialiser. Pourquoi ne devons-nous pas le faire? Mais nous devons aussi réfléchir. Qu'est-ce que nous voulons laisser aux générations futures? Dans quel monde voudrions-nous vivre? Nous devons réfléchir sur un mix énergétique où on met autant les énergies vertes que ceux dont nous disposons aujourd'hui et que nous devons exploiter pour le bien-être des populations. Ceci dit, sur les ressources, j'attends du nouveau gouvernement de la
de toute personne qui va être choisie et qui va créer son équipe, qu'on puisse quand même prendre une part significative des revenus du pétrole et du gaz pour développer l'agriculture. Nous devons arriver à un taux d'agriculture irriguée suffisamment élevé pour répondre à nos besoins alimentaires. Nous ne devons pas vendre le pétrole ou le gaz pour aller acheter du riz en Thaïlande ou en Inde, ou pour aller acheter, je ne sais, de l'huile végétale, alors que nous pouvons produire tous les éléments qui nous permettent d'avoir de l'huile végétale pour nos consommations domestiques. Nous devons pouvoir produire suffisamment de sucre chez nous, nous devons produire suffisamment de maïs. Le Sénégal peut être un pays exportateur de maïs si nous le voulons. Mais nous sommes restés dans la tyrannie du riz. Quand vous parlez des Sénégalais, la seule question c'est comment peut-on s'autosuffire en riz. Vous avez entendu parler de ça en 2017, on avait promis l'autosuffisance en riz. Où est-ce qu'elle en est aujourd'hui? Le maïs, où ça? De riz au Sénégal en 2017. On peut faire du maïs assez suffisamment dans ce pays? Mais pourquoi pas? Il y avait même le PNAR. Mais l'île Amorphile, moi j'ai fait des kilomètres avec mon ami Abdoulaye Ly. On est parti à Saldé? Oui, on a fait du criss-cross. Les sols sont formidables pour produire du maïs en grande quantité. Pas seulement que du maïs. Tu peux faire et du maïs et tu peux faire autre chose. Tu peux avoir des industries de transformation agricole à l'intérieur même de ce truc-là. La zone est tellement immense qu'elle peut satisfaire une bonne partie de la demande en nourriture dans ce pays-là. Et ce n'est pas seulement le seul endroit. Mais pourquoi devons-nous impérativement faire des choses qui ne marchent pas? On fait les schémas d'irrigation sont les mêmes depuis 1974. Il n'y a même pas de changement. C'est le même modèle, c'est le même style. Mais comment les choses ont changé? Il faut qu'on vienne avec des méthodes d'aménagement modernes, adaptées à nos conditions de sol, mais pas répliquer la même chose depuis Saint-Louis jusqu'à Bakel. Est-ce logique? Est-ce logique? Je peux comprendre en 72-74 parce qu'il y avait la sécheresse. Il fallait réagir de manière spontanée pour régler les... Mais aujourd'hui, il faut prendre des dispositions qui permettent d'avoir des aménagements qui coûtent moins cher, qui offrent beaucoup plus d'espace. Comment voulez-vous faire de l'agriculture sur un quart d'hectare? Une culture irriguée sur un quart d'hectare. Je dis et je persiste, l'irrigation n'est rentable que si la parcelle fait au moins 3 hectares. Ça, c'est une étude qui a été faite, à laquelle j'ai participé, dans le monde, sur 237 périmètres irrigués dans le monde. Et on sait, cela, tout le monde le sait. Mais comment peut-on faire en sorte que le paysan puisse passer de son quart d'hectare à une exploitation d'1 hectare au moins? Et c'est possible. Et comme si Dieu le veut, parce que nous avons des ressources qui vont venir, venant du pétrole et du gaz, il faut investir. Il faut revenir à des schémas. Nous avions une idée géniale à l'époque, le canal du Cayor. Pourquoi on ne remet pas la question sur la table? Ça permettrait de fixer les gens dans leur terroir et de leur donner des outils de production plutôt que de venir traîner dans Dakar. Parce qu'ils sont là, ce n'est pas leur choix. Voilà, le temps que nous avons parti est terminé. Merci infiniment à Abdoulaye Ly, qui est directeur du Club des investisseurs. Merci infiniment à Boubacar Bari, qui est aussi chercheur en eau et développement. Merci à Biran Sissé, qui a assuré la technique. Bon dimanche à tous.